Par contre, alors la première campagne qu'on a faite, c'est celle de décembre 63, la deuxième, où il y avait 2 tirs. Il y avait le tir du CSI, enfin d'Europe Alpha, qu'on avait faite, et puis le tir de la première fusée auvergnat, je crois, si je me souviens son nom, de l'Orespa, qui était à Clermont-Ferrand avec Patrick Cauchatrer, Jean-François Deveau, Jean-Claude Germain, et ainsi de suite. Alors c'était assez épique, hein, parce que, c'était en hiver, c'est au mois de décembre, donc la courtine en hiver, c'est pas terrible, et on est parti avec la fusée dans le coffre, bien sûr, sans le moteur, puisque c'était le nouveau principe, et on est parti dans une vieille traction qui est tombée à peu près en panne tous les 150 km. On est arrivé dans un état absolument lamentable, et à l'intérieur de la fusée, la séparation se faisait par un boulon explosif qu'on avait construit avec Michel Maurice au lycée technique de Vauban. Et le boulon explosif, c'était, à mon avis, un boulon qui était plus que largement dimensionné pour la fusée. Et Gérard Venturini a voulu faire un dernier essai avant-hier. Ça, c'était le samedi, je crois. Il a voulu faire un dernier essai avant le tir, évidemment, posant la fusée sur le sol avec les boulons explosifs, on s'est retrouvé avec un truc qui était haut comme ça, quoi. Donc il a fallu reconstruire à peu près tout dans la nuit et essayer de retrouver autour de la courtine des éléments qui nous permettent de la faire. Alors c'était un peu du bric-à-brac. Elle a fonctionné, le parachute s'est ouvert, mais on n'a jamais retrouvé la fusée. On n'a jamais retrouvé la fusée. Alors il y a eu tout un tas d'idées là-dessus. Le CNES voulait savoir ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis dedans, enfin bon, un certain nombre de trucs complètement déments. Et le lendemain, la fusée, le même jour, après, l'Orespa a tiré. Alors, il est évident que c'était d'une conception déjà beaucoup plus élaborée. Et alors pour attirer tout le monde, parce que je me souviens qu'on avait la présence de la télévision japonaise qui était là, et pour attirer les journalistes, à l'époque, on mettait des souris dans les fusées. Hein. Pratiquement toutes les fusées, les premières fusées avaient des souris, que ce soit la 3A, Jeune Science, l'Orespa ou nous, on avait des souris. Donc on avait amené 2 souris de Paris. Une a crevé. Dans la nuit, il faisait tellement froid, il n'y avait pas de chauffage dans les bâtiments. Hein. Donc on a fait du feu dans les poêles à charbon, en prenant, alors ça je ne sais pas s'il faut le dire, mais en démontant les chaises, les bâches, enfin, tout ce qui était en bois s'est passé à l'intérieur. C'est gelé comme c'était pas possible. Et donc une souris a crevé, la deuxième, Augustine, elle a survécu, mais elle n'a pas survécu au vol. Hein. Donc on a des photos avec les souris, ça c'était classique à l'époque. Alors le CNES a commencé par interdire ça, c'est-à-dire de ne pas interdire, mais demander à ce qu'on passe à autre chose plutôt qu'à des souris. Parce que l'idée du CNES était la suivante, c'est que quand le CNES a été créé, il manquait de main-d'œuvre. Il manquait de techniciens, il manquait d'ingénieurs, il n'y en avait pas de formés. La NASA avait le même problème. La NASA avait exactement le même problème, ce qui fait que les coopérations franco-américaines, franco-italiennes, franco-canadiennes et tout, étaient, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de monde pour explorer tous les domaines de recherche, ils ont fait des accords de coopération. Ils étaient très stricts sur les expériences à faire. Hein. Il fallait qu'elles soient différentes des leurs et ainsi de suite. Donc le problème, c'était de trouver du monde. Donc ce qui explique que dès le début de sa création, le CNES a voulu faire quelque chose dans la matière, puisqu'en fait, il y avait une commission d'enseignement, il y avait tout un tas d'ensembles, enfin tout un tas d'actions qui étaient faites pour la formation. Hein. C'était Michel-Yves Bernard qui était responsable de ça au CNES, un universitaire, donc il y avait les relations avec les universités, les relations avec les lycées, les relations avec les clubs. Et il est évident que le CNES a vu tout de suite l'intérêt de récupérer les clubs pour en faire l'élément phare du système. C'était évident. Donc ça a été l'objet des premières campagnes jusqu'en 65, je crois, quelque chose comme ça à peu près. Je crois que le changement, ça a fait 66 à peu près. Et à l'époque, donc, s'est créé le GAREF aussi. Et donc lui a aussi, avec l'Orespa, monté le niveau technique. Hein. Et puis, à ce moment-là, le CNES avait disponible des fusées Bélier. Donc il a été proposé, c'était Lise Blosset qui était intéressée par ça, il avait été proposé qu'on fasse une expérience à bord d'une fusée Bélier, et ça avait été proposé par Marcel Poulinkel, avec Germain, avec les gens du GAREF et ainsi de suite.
puis il y avait un certain nombre de personnes dont je ne me souviens plus les noms. Et donc l'idée, c'était effectivement de mettre à notre disposition un bélier. Donc le problème, il fallait former des labos. Donc le CNES n'avait pas de labo spécialisé, donc il fallait les former, donc il fallait retrouver des ingénieurs, des étudiants comme à l'ORESPA, à la fac. Et donc l'idée, c'était ça, de faire un projet bélier, ce qu'on appelait le projet bélier, qui était assez compliqué avec un ballon en altitude et ainsi de suite, qui n'a jamais débouché finalement. Mais disons que la philosophie, c'était ça. Au départ, utiliser les clubs pour attirer des jeunes. Alors le problème était le suivant. C'est que le CNES ne pouvait pas gérer ça. Il pouvait gérer 2-3 clubs, mais si les clubs se multipliaient, il ne pouvait pas gérer ça. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le lien entre la NCS, qui était en fait un peu une coquille vide, hein, qui avait été créée par Dubost, avec Bloward, Tétu, et puis je me souviens plus, il y avait un autre, je me souviens plus du nom, qui était rue Vivienne et qui, eux, voulaient faire de l'éducation populaire une nouvelle activité. Disons, c'était à la suite d'un colloque qui avait eu lieu à l'UNESCO dans l'année 62, donc sur l'activité scientifique, développer l'activité scientifique, c'était le grand truc du début des années 60, partout, hein, partout, lié après l'année géophysique. Ça c'était clair, c'était former des gens et les attirer dans les hautes technologies. Donc le rapprochement s'est fait là, et effectivement quand il y a eu la circulaire de 62 qui est sortie, bon, nous, dans les clubs indépendants, on s'apprêtait à tirer un peu n'importe où on pouvait, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et donc là, il y a eu une réglementation qui a bien spécifié qu'on pouvait construire des fusées, mais pas construire des propulseurs, c'est-à-dire pas toucher au niveau des propulseurs. Et donc les propulseurs étaient mis à disposition par le CNES, et ces propulseurs qui étaient des ATEF 74, il y en a eu 20 construits. C'était en fait des dérivés de la fusée Monica, qui avaient été prévus pour être utilisés pendant l'année géophysique. Il y a eu une centaine, je ne sais pas combien d'exemplaires de Monica construits, très importants. Et donc le CNES a coupé un propulseur, hein, pour avoir un bloc de poudre plus petit, et c'est devenu la TEF 74. Il y a eu 20 exemplaires de faits et 20 exemplaires de tirés. Il y en a eu 2 d'essais à Amagué en octobre 63 ou septembre 63, je me souviens plus, juste avant ou après le premier tir de la 3A. Et donc après ils ont tous fonctionné correctement. Donc il y a eu l'idée de construire d'autres ATEF plus performants, les ATEF 74B, qui avaient été un peu plus tard, qui avaient été confiés au lycée de Ville-d'Avray, oui, enfin, et à Lyon. Avec les 7000 et les 4000. Oui, non, mais je veux dire, il y a eu descendront là-bas. C'est ce que j'ai dit, en 70, voilà, ils descendront. Mais effectivement, il y a eu l'idée avec c'était à Lyon, avec le Facile, enfin, l'ancêtre du Facile, et puis le lycée de Ville-d'Avray de développer des moteurs plus importants. Et finalement, ce que je disais tout à l'heure, en 65, le paradigme a changé, c'est-à-dire que c'était plus une question d'élitisme ou technique évoluée, c'était le nombre. Le nombre au niveau des activités populaires et ainsi de suite. Bon, ça, c'était un changement. Donc, vers des propulseurs plus petits, en plus grand nombre, moins chers, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça a marqué un peu la fin d'un certain nombre de clubs, mais ça en a créé d'autres. Hein. Alors, moi, je n'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement, après, ça s'est développé assez rapidement. Et voilà, donc les campagnes se sont organisées, parce qu'au début, c'était rien, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien. Il faisait moins 10 degrés dehors, on tirait comme on pouvait, dans le creux, là, à la Courtine. Bon, et celui qui représentait le CNES à l'époque, c'était Jacques Chêne. Jacques Chêne, qui était un ingénieur du CNES, qui est devenu un ingénieur important, qui est décédé depuis, et peu de temps après est arrivé Delaunay. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Delaunay à la première campagne. C'est possible, mais j'en ai pas souvenir. Et donc, après, il y a eu les campagnes de Cissal en 64, et ainsi de suite. Après, il y a eu les campagnes, mais au fur et à mesure, ça s'est organisé. Le CNES a mis des moyens à disposition. Et puis, les clubs se sont organisés aussi sous la houlette de la NSTJ, puisque, en fait, le grand démarrage, ça a été l'Assemblée Générale de décembre 65. L'Assemblée des clubs
où là, il y a eu l'assemblée de tous les clubs qui existaient. Donc voilà, ça a vraiment été, je pense, le démarrage. Il y avait eu Eurovivienne, je crois. Et donc il y a un super compte-rendu de ça. Donc voilà pour les premières campagnes, quoi. Donc comme on filme la toute première, donc à Sissonne, donc, qui était présent À Sissonne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier club qui a réagi aux propositions du CNES, parce que c'est paru partout, dans tous les journaux, il y avait le truc comme quoi on allait organiser une fédération, ainsi de suite. Bon, tout ça, il y avait le relais médiatique qui était là. Donc le premier club qui a réagi, c'est la 3A, l'association des amateurs d'astronautique, où il y avait, je crois qu'il y avait Jean-Claude Fontan, pardon. Patrick Auchatraire. Non, Auchatraire était non, je veux dire, comment le barbu là. Oui, Gérard Collin. Gérard Collin, c'était dirigé par Gérard Collin. Il y avait Jean-Claude Fontan qui était tout jeune, qui est devenu réalisateur à la télévision. Et c'est une association qui a été créée depuis combien de temps? Pardon? Ce club, il existait depuis longtemps? Oh là, je ne peux pas te dire. Le premier club qui a existé, c'est Jean-Claude Moreau qui l'a fait. Premier club en tant que tel. Et ça, je crois que c'est 1956-1957. Et il était en relation, lui, avec le comité d'action de défense nationale, comité d'action scientifique, avec le général Guérin. Il avait été reçu, ils avaient eu des subsides, et déjà les militaires s'intéressaient à ça. C'est l'histoire des Allemands, hein. C'est l'histoire du V2, hein. C'est pareil. Bon. Ça démarre de la même manière. Donc, le premier club, oui, c'est Jean-Claude Moreau, qui est il vit toujours, c'est un scientifique de haut niveau, il était membre de l'Académie des sciences de New York, et donc il a fait son club, qui s'appelait, je ne l'ai plus en tête, et lui a réalisé un certain nombre de fusées hors CNES, avant que le CNES arrive. Et quand le CNES est arrivé, on n'a plus tellement entendu parler de lui, excepté la première année, en 63, le CNES a fait son premier stand au Salon du Bourget. Et on avait un stand des jeunes. C'était 2 tables, dans un coin, 2 tables, et on avait les 2 ou 3 clubs de la région parisienne, plus Jean-Claude Moreau, avaient amené quelques éléments, quoi. Ça, c'était la première participation en 63. Et donc le premier club, c'est ça. Je crois que il n'y a pas... Alors les autres ont été formés un peu après Spoutnik, hein, ça c'est clair. Et donc il lançait dans les champs... Ah bah oui, c'était un peu anarchique, il y avait des lancements en tout cas. Absolument, ouais. Donc c'est le système américain, hein, c'était pareil. C'est à l'époque, sauf qu'ils ont des déserts. Voilà. Mais donc la 3A est le premier à avoir adhéré aux propositions du CNES. Et comme la 3A avait quand même pas mal de moyens techniques, logistiques, autour de lui, il a pu ameuter un peu les médias. Et donc la première campagne, la campagne de Sissonne, les photos qu'on a sont des photos de Paris Match par exemple. Et donc le CNES a utilisé ce club qui était médiatiquement connu pour développer le système. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Gérard Venturini, qui était le président du CSI, de notre club, lui ne voulait pas adhérer, donc ça a un peu éclaté, et donc moi je suis passé à la NSTJ, il y en a qui n'ont pas été. Bon voilà, alors effectivement il y avait des tirs qui se passaient un peu n'importe où dans la campagne, il y avait des accidents, hein, il y avait pas mal d'accidents, et donc c'était une des raisons pour lesquelles il fallait trouver une solution. Donc on avait fait avec un Suédois une étude en 1970 sur ce qui se passait dans les différents pays, quand on a fait la campagne, quand on a préparé les Jeux de l'espace, on a voulu savoir ce qui se passait un peu dans les différents pays en Europe. Donc il y avait des interdictions totales, il y avait des pays avec interdiction totale, il y avait des pays où tout était autorisé, et par contre il n'y avait pas de pays où il y avait des réglementations à la française. Donc c'est là où on a essayé, avec les Jeux de l'espace, de faire valoriser un peu ce principe-là. Et donc voilà, à partir de là, le CNES, lui, a joué le rôle avec la NSTJ. Ça c'est clair, avec la NCS, avec la NCS à l'époque. Donc voilà un petit peu le début, comment ça se passait. Mais alors dans notre club, nous,
comme tous les clubs, on cherchait du fric pour pouvoir faire du boulot. Donc il y avait, dans notre club, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait des gens qui étaient intéressés, j'allais dire, à titre personnel, sans formation particulière. Il y avait des jeunes ingénieurs ou des jeunes scientifiques. Et puis surtout, il y avait des lycéens dont j'étais. Moi, j'avais 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc on utilisait les lycées techniques pour faire les pièces. Et comme parrain, on avait, dans le club, on avait 2 parrains. On avait Albert Ducrot. C'est à la suite de ça qu'il a créé le Cosmo Club de France, pour en faire son activité. Et le deuxième parrain, c'était Hervé Bazin. Et le club avait son activité au Plessis-Robinson, à côté du Gros Arbre. Et quelquefois, on avait des dîners avec Hervé Bazin qui étaient assez déments, quoi. Et voilà, donc on était dans une espèce de HLM au rez-de-chaussée à bricoler nos trucs, quoi. Alors donc, Patrick Revelli m'a filé quelques photos où on voit justement l'inauguration, parce que Gérard Venturini, lui, pareil, toujours la médiatisation, travaillait à Sciences et Vie. Donc il a réussi à faire passer des articles, voilà, donc, dans le Petit Versaillais. Et aussi, on a eu en 63 le prix Galabert, en 63, en même temps que Gagarine et Tereshkova. Et c'est la première fois que j'ai assisté au congrès d'astronautique qui était à Paris. Et comme on n'avait pas le droit d'y aller, on passait par les coursives, par les fenêtres. Donc, en particulier, la réception qui a eu lieu à l'hôtel Lutetia, où il y avait absolument un monde fou, quoi. Donc voilà. Non, simplement, la France avait lancé un rat, Hector, en 1961, et qui avait été qualifié comme le premier astronaute français, et ainsi de suite. Donc, c'était là aussi le 3e pays qui réalisait ça. Donc ça avait été un succès médiatique, on n'est pas plus con que les singes. Donc on s'est dit, si on fout des souris dedans, on va avoir des médias. Ben, ça n'a pas loupé, ils sont venus. Et du jour où il n'y avait plus de souris, après il fallait trouver autre chose. Alors, on a quand même eu le temps d'envoyer des rats, mais après les ballons, on les remettra sur les ballons. Ouais. En particulier le club de Cannes. Chemla qui va longtemps faire ça. On va essayer des ballons plus tard. Le plus difficile étant de faire des petits pullovers pour les souris, parce que les souris, ça se barre partout. Donc le problème était de leur faire des petits vêtements de contention. Pour ça qu'elles va bouffer les fils avant la fin du vol stratosphérique. Moi j'ai un souvenir des premiers documents que vous avez vus en arrivant. Alors il y a eu les camps d'été et on commençait à expliquer aux gens, il y avait les camps, les participants au camp avec les gens des clubs qui venaient pour la campagne. Et je me souviens qu'un des premiers trucs que disait Alain Verdier aux gens, c'est que vous avez le droit de prévoir un compartiment pour mettre une souris dans la fusée, à une seule condition, c'est qu'on puisse ouvrir la porte avant le décollage pour les faire descendre, avant que la fusée décolle. Donc c'était bien, et il n'y avait plus d'animaux dans les fusées à l'époque, en 72. Il a un petit peu fait ce que je viens, bon, il a développé une idée. Hein. Bon, moi j'avais développé l'idée, si tu veux, pourquoi le CNES, bon, sous la forme mesure de sécurité, comment il l'a traduite. En réalité, c'est tout ce qu'il dit et qu'on va retrouver après avec toute la formation des animateurs. Pourquoi Quétard arrive, pourquoi Blosset impose-t-elle Quétard, peut-elle au début son président, dont le fils est Jean-Claude maintenant, au début elle va à la Matra, quand meurt Couffignane, notre président réglementaire, issu, comme le disait Hervé, de l'école, puisque en fait les premiers clubs sont faits par des enseignants, même si on y trouve, parce qu'il y avait d'autres gens, il y avait d'autres gens comme, parce que Blobart, lui, il était un peu dans la communication, etc. Oui, ça, mais au départ, c'est pour aller dans l'école. C'est un peu concurrencer Jeunes Sciences. Je ne vais pas revenir sur Jeunes Sciences, parce que Jeunes Sciences a une interférence, mais je dirais 2 mots sur justement cette situation d'installation. Bon, donc tout ce côté, à un moment donné, quand on va changer de président, Couffignane qui meurt donc en 66, et à ce moment-là, Blosset, qui a besoin de cette association, et qui, nous avons décidé de faire de la fédération, comme ça a été dit, va aller chercher un nouveau lieu
qui va être le Palais de la Découverte, donc aider l'association à s'installer au Palais de la Découverte, et deuxièmement, aller chercher un président, et ce président va être Pierre Quétard, qui est à ce moment-là directeur espace à Matra. Donc ça veut dire que l'approche industrielle rentre là-dedans et on retrouve toute cette branche, comme ça a été vrai dans chaque événement de mutation technologique, etc. C'est les amateurs qui commencent, c'est l'armée qui s'intéresse, et derrière ça, c'est la société, l'économie, l'industrialisation, la recherche, puis les universités, tout ça. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui jouent. Alors sur le plan campagne, pour recentrer un peu par rapport à ce que Dieu va le relinéariser, parce qu'il a tout indiqué, effectivement, bon, il y a la campagne la campagne de 63, après il y a la campagne de 65, qui est celle où effectivement on va commencer la transition entre les clubs CNES et surtout les clubs pas CNES, parce que tout cet aspect de rejet, Jeune Science qui ne va pas vouloir participer et qui va faire que ça sera la NCS alors que ça aurait dû être Jeune Science, c'est évident. Hein, là, Thirion va faire une erreur stratégique. Donc nous, c'est tout bonus pour l'association, et à ce moment-là, l'association va se retrouver face à des clubs qui veulent pas tellement être au CNES, qui veulent être autonomes, et à qui nous, tout d'un coup, on va essayer de leur dire, et si vous veniez à l'association, et ça, ils n'en veulent pas du tout, à ce moment-là, pratiquement. Et c'est en fait grâce à la campagne d'avril 65, qui tourne, on est en plein hiver, encore, on est à la courtine, il y a des gens qui veulent tirer des fusées avec des rats, encore, des ogives éclairantes. Bon, c'est éclairant. Enfin, c'est magnifique. Et en même temps, donc c'est un bordel. Et tout ça coince. Et à ce moment-là, moi, quand même, qui ai 8 ans d'armée derrière, je me dis à un moment donné, il faut peut-être faire quelque chose. Et on met en place l'organisation. Et à ce moment-là, l'appui, en fait, va se faire, comme moi, j'ai un geste de 80 membres à l'école. Bon, à l'école, on a les photos, j'ai 80 gamins qui sèchent les cours pour venir au fond de ma classe pour bricoler les fusées, de façon Francis Gérard, Mickey, etc. Donc, à ce moment-là, on décide de faire une infrastructure association, en particulier, disons en gros, autour de la communication et de la mise à feu. C'est-à-dire créer une boîte de mise à feu, machin, etc. Et donc, c'est là où on va commencer à faire comprendre que l'association doit être maîtresse quelque part dans une situation logistique, bien sûr sous contrôle du CNES, avec une fiabilité donnée, mais aussi en ayant à ce moment-là la possibilité de dialoguer avec les clubs, y compris de savoir ce qu'il y a dedans, car beaucoup de clubs ne voulaient pas dire ce qu'il y avait dedans. Ça, c'était le complexe de recherche. Et si mon expérience était meilleure que celle qui est en train de se faire à Maguire, et donc voilà, blablabla. Donc il y a tout ça, il y a un énorme fourmillement scolaire, éducatif, social, que tout ça se fait sur une fin de guerre d'Algérie, sur une relance du pays, sur l'espace triomphant, sur le départ du programme Apollo. Il faut quand même savoir que quand on est en 63 à bricoler nos fusées, on est à peine 6 ans, hein, j'en ai 6 ans en gros à peine, hein, enfin 6 ans et pas grand, avant le vol sur la Lune, etc. Alors après, l'autre aspect campagne qui a été cité, j'essaye de ramener ça sur la logique de campagne. C'est effectivement 68, à Mourmelon, là où on fait officiellement les mini-fusées avec Alain Verdier, effectivement, sur le GES, etc. Et donc on sacralise deux choses quand même, ce jour-là. La mini-fusée et le ballon. C'est aussi là qu'on va commencer à faire des premiers ballons. Alors ça, au début, c'est les tétraédriques non gonflables, on commence avec ça. Mais il y a des gens du CNES. Air sur l'Adour a commencé aussi au CNES. Ils commencent à lancer les programmes non dilatables et on va mettre en place un programme parallèle ballon qui ressemble un peu au programme Bélier, mais qui lui ira au bout, puisque après il y aura des manips qui seront mises sur des ballons stratosphériques et en shippyback,
emporté. Bon, après, il y aura on retrouvera ça sur Ariane 80, etc. Mais disons que ces moments-là, avec derrière ça la campagne du Larzac en 66, quand même déjà, c'est fin 66, c'est 76, où là, on se décide à dire, et si on passait au paragrèle? Et on va tirer ce que réclamait Thirion depuis des années, et faisait en douce, lui, on va utiliser des fusées paragrèle, donc les M15, hein, pour poudre noire, etc., pour tirer des fusées. C'est encore une fois le JETS qui sert de club laboratoire. Blossay est là, ça va à peu près marcher. Qu'est-ce qu'on apporte au club? Alors, ça a été raconté, on va aller chercher des transistors à la CESCO, on fera faire des faux fonds de façon à ce que les gars partent, on développera des modèles de parachute, on ira voir l'ONERA qui va nous faire des fiches techniques et des essais en soufflerie, qui sera évidemment plus importante avec le bélier, mais qui nous vaudra des avatars, c'est pas le moment d'en parler. Bon, donc on apporte des choses, d'où après on développe la minuterie de base. Vous voulez faire une minuterie, faites-la, vous ne voulez pas, prenez la nôtre. On développe, alors à l'époque c'est 72 mégas, 144 mégas, votre émetteur a du mal à marcher, on y va. Vous avez des problèmes de piles, on passe un accord avec le plancher, alors à ce moment-là évidemment c'est des piles, c'est des R20 ou des R7 qui durent à peu près 2 minutes, hein, surtout celles qui ont à cracher, presque quelques ampères pour allumer des amorces électriques, et des amorces électriques, etc. Bon, donc on leur apporte des choses. Avec ça, évidemment, vous payez une cotisation, vous venez bosser avec nous, mais voilà les résultats. Hein. Bon, toute la logistique, quand, il faut voir qu'à l'époque, c'est impensable. On faisait le plein de nos voitures à la pompe à essence des militaires. On avait besoin d'ouvrir une route pour aller chercher, récupérer, ouvrir une nouvelle plateforme. On faisait une nuit à se bourrer la gueule et à jouer au bridge avec le capitaine du génie. On mangeait les écrevisses. Le surlendemain, comment? On mangeait les écrevisses. On mangeait les écrevisses aussi. Et le surlendemain, à 7h, il venait sonner. Bon, les gars, ils sont au boulot depuis 4h du mat. Ça y est, votre piste existe et tout, c'est bétonné, etc. On arrêtait les manœuvres allemandes. Hein? Les mecs nous faisaient chier avec leurs chars d'assaut qui venaient manœuvrer. Moi, j'allais les voir, je disais, les mecs, là, stoppez, là, les Boches, c'est fini. Hein. Bon, vous restez là, nous, on tire nos fusées. Les mecs, ils restaient là, ils pouvaient téléphoner, j'en sais rien. Ils ne les bougeaient plus. Bon, c'est complètement impensable, mais le millième de ça n'est même plus pensable. Quoi. Bon. Donc, mais c'était formidable pour les gamins. C'était formidable. Il y avait plein de choses, machin, c'était une ère un peu tout. Il y avait deux choses. Nous, on voulait plus de jeunes, plus jeunes, moins formés par des méthodes de projets universitaires, etc. Et donc, ça nous intéressait de deux façons. Premièrement, faire d'autres clubs. Et deuxièmement, maintenir la survie des anciens. Alors la survie des anciens, c'est des problèmes de génération. L'intégration des jeunes dans un club en plein projet, ou depuis 2 ans, à faire venir des nouveaux, leur expliquer les trucs, c'est bien, mais ils n'ont pas le temps. Bon. Fabriquer un nouveau club et dire aux gamins comment on va vous expliquer comment ça marche, c'est quoi la démarche de projet, compliqué. Donc on dit on va faire des camps d'été. Et ces camps d'été vont servir de base de formation de tous les impétrants dans les clubs, soit des jeunes qui veulent rentrer dans un club, soit des jeunes qui veulent former un club. Et on va faire comme ça, on va décider ça en 66, en septembre 66, à Montmelon, on est là-bas, à Millau, hein. Larzac, oui, Millau. Hein. Et donc, on va le faire en 67, avec le GETS, effectivement, toute l'équipe d'encadrement, à Jean-François de Beaupré, qui était voisin, vont être les gens du club. Et donc ça va démarrer très bien. On va évidemment international, on aura un Allemand, on aura 2 Allemands, on aura 3 Tunisiens, etc. Et on va en même temps d'ailleurs l'ouvrir, dire mais si on faisait ça tout de suite pour le reste, donc il y aura des entomologistes, il y aura des géologues, il y aura des astronomes, donc on le fait en même temps, on va faire des camps tout de suite. Donc le premier camp astro, il a lieu aussi à ce moment-là, en 67. Et donc ça va marcher, et
derrière ça, on va, c'est ce qu'il rappelait, on va dire, mais attends, maintenant, il y a des gens qui débutants, et puis après, mais il y a peut-être du renforcement à faire, il y a des nouveaux moteurs qui arrivent, ça. Et donc, on va faire des camps de niveau. Et quand ça marchera bien, on aura en juillet un camp premier niveau, et en août, un camp deuxième niveau. À cette époque-là, les camps, ils font plus de 3 semaines. C'est l'époque où les colonies de vacances font un mois, quoi, où les gens n'ont aucun besoin de regarder la télévision tout le mois de juillet et tout le mois d'août, assis sur un fauteuil. Et puis ça ne coûtait rien, puisque les militaires, c'était gratos, et à ce moment-là, maintenant, c'est bon. Donc, indépendamment de ces causes-là, donc toute une filière de camps va s'installer, qu'on va faire passer d'ailleurs aux classes transplantées, y compris les activités d'ailleurs en même temps. La formation des animateurs va jouer le rôle, et quand on formera les animateurs, ça renvoie très bien à ce que disait Hervé, les gars ils viendront 8 jours, et ils auront une journée à la SEP, le SNP d'ailleurs à l'époque, les moteurs, et parfois la SNEPMA, c'est plus difficile, c'est une armée plus secrète. Hein. Ils iront à la CESCO, ils iront chez Matra, ils iront à Sud-Aviation à l'époque. Ils iront à la météo. Donc ils vont faire chaque journée dans une boîte top qui a à voir avec l'espace. Ils sont une douzaine, ils sont accueillis comme des princes. Ils ont les ingénieurs qui viennent, ils sont là dans une table, dans un truc aussi bien que ça, ils ont le café, ils bouffent à la cantine. Quand ils sont à la Matra, le Kétard les fait bouffer dans le salon, pas tout le temps, mais où il y a au moins une journée dans le salon d'accueil. Quand ça sera l'ESGAR qui sera à la SEP, on ira bouffer au dernier étage de la tour Nobel, qui n'est plus Nobel maintenant, servi par les Loufia, etc. Mais bon, pareil, si tu veux, c'était une situation exceptionnelle. Le CNES payait, la jeunesse et les sports payait suffisamment, le palais c'était gratos, on utilisait les salles du palais, on faisait travailler Claude Jean Perrin, les animateurs dormaient dans l'antichambre, dans le salon d'accueil du directeur, parce que j'ai des souvenirs de Marc-André Corsu dans le salon d'accueil. Alors quand le directeur arrivait, qu'il y avait des mecs qui ronflaient, etc., ou des fois il était parti, alors après il me demandait, M. Guiraudon. Alors, surtout qu'il était très décontracté. Comme c'était pas, après il téléphonait à Kétard. Alors Kétard me parlait quelques jours après, il me disait, au fait Jean-Claude, j'ai encore eu M. Rode, est-ce que tu pourrais pas faire dormir tes animateurs ailleurs que dans son bureau? Je ne dormais pas dans son bureau, je dormais dans la petite enchère. Je disais, oui, je sais bien, mais tu comprends, c'est tellement pratique, animateur. Qu'est-ce qui se passait? D'abord là-dedans, tu avais des objecteurs, donc les mecs, il ne fallait pas qu'ils se fassent prendre, hein, au début des années 60, donc les mecs étaient vraiment objecteurs. Hein. Ils venaient bosser, faire des camps chez nous, mais ils étaient hors la loi, hein. En France, ils étaient hors la loi encore. Donc il fallait bien les loger, tout ça, et puis quand le bus vient pour prendre le matériel à 5h du matin, c'est bien, ils sont là. À cette époque-là, les mecs rentraient, sortaient, les gardiens, alors évidemment, la bouteille de vin rouge, ça alors je ne sais pas quand ça arrive les camps d'été, parce que moi je suis arrivé en août 72, en fait, alors moi je suis le lycéen, je suis la deuxième génération, dont vous parliez tout à l'heure, à savoir qu'on avait envie de faire des fusées avec des copains, et donc moyennant quoi, on se réunissait dans mon garage, à 2 ou 3, et on mélangeait du sucre avec du désherbant, et puis quand même, parce que les parents n'étaient pas tout à fait d'accord, on se barrait, j'habitais à Roissy-en-Brie, donc on se barrait à la limite de la forêt d'Armainvilliers, puis on faisait des tirs avec les propulseurs au sucre et au désherbant dans les champs. Classique. Et puis à un moment donné, moi j'ai un souvenir comme ça de mon pote Didier qui dit « Oh mais pourquoi ça part pas, je vais voir ». Et là je me fais un plaquage aux jambes, et il n'était pas content du tout, mais en fait ça a explosé. Donc là, on s'est dit que finalement, c'était peut-être pas idiot de trouver comment faire des fusées sans se mettre en danger. Et je me souviens, je n'ai aucune idée comment j'ai su que ça existait, mais je me revois allant au Palais de la Découverte. Donc il y avait déjà le local, ça devait être début 72, oui, ou fin 71. Et donc j'arrive dans le petit local du Palais de la Découverte, je suis reçu par un monsieur qui s'appelle Guy Préau. Je rentre dans le local qui était minuscule pour lui serrer la main. Et la première chose que je fais en rentrant dans le local, c'est de donner un coup de coude et je fais tomber toute la doc qui était empilée, tous les ciels et l'espace. Donc on a passé l'après-midi, Guy Préau et moi, à retrier les trucs que j'avais fait tomber en discutant de comment je pourrais monter un club dans mon lycée.
Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas des ingénieurs, on est tous des lycéens. C'est un lycée à Chelles avec un lycée technique annexé. Mais en fait, tous les gens qui veulent participer au club, il n'y a pas un gars du lycée technique du tout, en fait. On va réussir à en récupérer par les profs. Mais en fait, le premier contact, c'est peut-être bien la prof de physique, mademoiselle Charrier, qui me dit il y a quelque chose au Palais de la Découverte et que je devrais y aller. On nous file un local dans le lycée. Et on voulait faire, parce qu'on ne savait pas comment démarrer, donc comme on fait une fusée, on n'avait aucune idée, on n'était pas technicien pour neuron. Et donc je pense que l'idée c'est qu'un certain nombre d'entre nous vont aller faire un camp d'été qui va nous servir de structure de formation pour nous aider à démarrer notre projet pour l'année d'après. Mais il n'y a plus de place dans le camp de juillet, et donc finalement ils sont gentils, les gens de la MCS, ils acceptent que j'aille au camp d'août, qui est le camp second niveau. Et donc je suis accueilli par Alain Verdier, qui est le responsable de l'équipe d'animation du camp. Et moi je ne sais pas utiliser une perceuse à l'époque. Et après c'est moi qui vais expliquer aux copains dans le lycée, on a une quinzaine de personnes, et on est donc tous des gens de lycée classique, y compris, moi je suis en terminale, enfin en première puis en terminale scientifique, mais il y a des littéraires dans le club. Et on va faire effectivement, alors on n'a plus l'idée évidemment de faire des propulseurs, mais il y a déjà une structure qui nous aide, parce que je me souviens très bien, les pièces mécaniques, on fait des plans, mais on nous aide, on nous les usine. Le tube de PVC finalement c'est par l'ANSES qu'on récupère. Enfin il y a toute une structure, les émetteurs c'est également la NCS qui nous les file, et donc on est déjà dans une période un petit peu du kit. Alors on fait, je ne sais plus ce qu'on fait comme mesure, on fait une mesure d'accélération, je crois. C'est essentiellement des mesures technologiques, mais on est déjà dans un second niveau, à savoir que le camp d'été va servir de structure de formation. Il y a beaucoup de gens du JETS dans l'équipe d'animation du camp d'été, mais on est nous visiblement, je dirais, une troisième génération de clubs. C'est le début de la... Tu disais il faut que le nombre de clubs augmente, donc on va commencer à récupérer des gens qui ne sont pas des ingés, et on est nous, au club de Chelles, on est de cette troisième génération. Mais l'évolution, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, tous les clubs qui se sont formés, c'était pour construire une fusée. D'accord ? Après, s'il fallait mettre dedans, c'était un autre problème. Absolument. Mais le problème, c'était de construire une fusée, de la faire décoller et de la récupérer. Bon. Et quand le CNES a pris effectivement les choses en main, son problème était différent. Lui, ce dont il avait besoin à l'époque, c'était des labos. Hein, et donc, il a fait une grande action auprès des scientifiques et autres pour effectivement étoffer les labos qu'ils ont limités en 65 à 5, enfin ainsi de suite, il y a toute une histoire là-dessus. Mais donc, il fallait orienter l'activité des jeunes, non pas sur la propulsion, mais sur les expériences. Et ça va dans le sens que vous disiez, c'est qu'au départ, il fallait démerder, il fallait trouver des trucs, puis petit à petit, il y a eu des équipements comme les émetteurs, comme un certain nombre de choses. À normaliser un petit peu, et nous on commence à faire plutôt de la métrologie finalement, enfin on fait plus de la métrologie que de la propulsion. Il y a la prof de physique qui nous aide, on a accès au labo du lycée, etc. Et alors le propulseur qu'on nous conseille, qu'on nous propose, qu'on nous attribue un propulseur, c'est un FAN. Et donc on est à l'époque, on doit être, je ne sais pas si c'est parce qu'on est à la fin des chamois, on est nous avec des cabris et des fans à l'époque, avant l'élan. Donc nous on a un fan, on nous file un fan, enfin on nous donnera un fan. Et il y a d'autres personnes dans le camp où j'arrive, donc qui font eux des projets avec du cabri, si je me souviens bien. Et donc, il y a un petit peu la dichotomie, pour la préparation de la fusée, les gens se répartissent un peu évidemment les tâches, et il va y avoir en gros les électroniciens et les mécaniciens. Moi je suis plutôt électronicien, et après je vais rentrer en fac et je vais faire des études de physique appliquée, et je vais me mettre après à être animateur de camp. Très vite, je vais refaire un autre camp avec la fusée Pépin dont je te parlais, qui est une expérience technologique où on récupère une structure de parapluie qu'il faut beaucoup consolider pour remplacer le parachute par un système où le parapluie va s'ouvrir pendant la descente. Alors ça c'est en 73, si je me rappelle bien, en juillet 73. Je crois que je vais refaire un camp en juillet 74. J'avoue que je ne me rappelle plus si je suis déjà animateur en 74 ou seulement en 75. Mais on est un peu dans le même phénomène que tu décrivais sur le CNES a besoin de gens. On voit bien que la NCS, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des activités d'été. Les camps ça marche plutôt bien. On sait pas encore clair, ça va devenir peut-être du loisir d'été, mais c'est encore un petit peu vu comme de la formation pour créer des nouveaux clubs. Et donc on a besoin d'animateurs. Donc finalement la NCS va absorber un certain nombre de gens. Mon club va pas très bien marcher. Bon, de toute façon je quitte le lycée pour rentrer à la fac et je vais devenir animateur dans les camps. Puis très vite, je vais être recruté comme permanent à l'association, mais je vais faire, comme je le disais, aussi bien, je vais faire de l'organisation et
je vais toujours garder un peu le cœur du côté des fusées, mais en fait, il y a pas mal de gens qui commencent à se mélanger entre les différentes disciplines. Mais il y a aussi tout l'aspect capacité d'organisation, c'est là que les campagnes sont importantes. Les campagnes jouent un rôle formateur extrêmement important dans la capacité des gens à organiser, parce que c'est un truc compliqué, il n'y a pas de courant, il faut installer le pas de tir, il y a des problèmes de sécurité, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble et se coordonner. C'est un truc un petit peu grandiose quand même, hein, pour des jeunes qui arrivent, on est dans une opération quasiment comme si on était dans une mission un petit peu de type militaire ou une mission de conquête. Oui, c'est ça, on est vraiment dans une ambiance extrêmement particulière et ça, c'est extrêmement motivant pour les gens. Les gens du club de Chelles qui viennent dans la campagne, ils en repartent vraiment heureux, quoi, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. On fait vraiment, on n'est pas simplement en train de faire semblant parce qu'il y a un examen. On construit un truc qui marche et on le met en œuvre tous ensemble. Et il y a un aspect qui transcende aussi chacun des clubs. Ça, je crois que c'est aussi ça le rôle, je dirais, sociologique que joue la campagne par rapport à l'existence de l'association. C'est ça qui permet aux clubs d'accepter d'être dans une structure plus grande qu'eux. Ils gardent leur projet, le club, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il fasse son projet. Il n'y a pas de club qui ne fait pas de fusée. Le but, c'est qu'on la lance et que ça marche. Et c'est la sanction du lancement. Mais la campagne, c'est le truc qui fait prendre la sauce, en quelque sorte. 10, 9, 8, 7. Sur un jugement un peu personnel, bon, pour avoir été à cette réunion, mais je n'étais pas encore à l'époque très impliqué dans la responsabilité de l'association. Bon, le CNES donc a son problème. Il veut trouver un partenaire associatif. À ce moment-là, il y a en France, il y a un haut commissaire à la jeunesse, il s'appelle Maurice Herzog. Il n'y a pas de ministère de la jeunesse. Antérieurement, la jeunesse était dans l'éducation et c'était une direction des sports dans l'éducation, direction des sports. Et donc, il s'adresse à eux. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que c'est la jeunesse et les sports qui va prendre l'initiative sous la présidence de Maurice Herzog, de convoquer dans une salle de réunion qui est près, je me revois bien rentrant, c'est des rares images que j'ai, je me revois bien rentrant dans la salle, dans la maison qui est près au-dessus du Ritz, pour faire simple, par là, dans ce coin-là. Et là, il a réuni des gens du CNES, donc il y a Aubinière, il y a Madame Blosset, peut-être d'autres gens. Il fait venir des associations, je crois qu'il y a quelqu'un à la Ligue de l'enseignement, il y a Jeunes Sciences, il y a donc la NCS à l'époque, et donc il va y avoir une discussion donc, demandée par le ministre pour voir comment en effet cette agence nationale peut puiser dans le monde de l'éducation populaire un bon partenaire. Et c'est de là que date vraiment la vraie mise en relation officielle, et avec un trio qu'on va retrouver, qu'on a déjà cité, CNES, Jeunesse et Sport, ANCS. Bon. Et puis avec une exclusion qu'on va retrouver, c'est Jeunes Sciences. Parce qu'à ce moment-là, Thirion, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est indique, bon, il faut bien savoir, il a participé au mouvement surréaliste, c'était le secrétaire personnel de Breton, il a fait de la résistance, il a été commissaire, il a été nommé commissaire par De Gaulle le 25 août 1944 à la Libération, et il gérait tout le nord de Paris, à la Villette, etc. Bon, donc moi ce type-là, j'étais en admiration devant lui, et d'ailleurs moi je serais autant... j'ai jamais dit un mot, j'ai travaillé pour Jeunes Sciences, toute ma partie internationale, Tunisie par exemple, la partie avec la Belgique, c'est grâce à Jeunes Sciences, avec Jeunes Sciences que je le ferai, la conférence de Strasbourg qui lance le CIC, etc. Moi je suis là-bas avec Jeunes Sciences. Donc, et lui il dit non, on n'embrigade pas, alors, on embrigade, là que vous voulez faire, vous allez faire des règlements, vous allez foutre sous tutelle, vous allez empêcher les jeunes, vous allez mettre des moteurs, il y a d'excellentes paragrèles, on peut trouver dans le commerce, et bon, etc. Et lui, je veux dire, un secrétaire d'État ou un directeur du CNES, pour lui, ça ne pèse pas lourd. Donc, il est globalement, je ne dis pas qu'il prend, il dit non. Et à partir de là, il va rester autour de la table 3 groupements un peu spécialisés, qui vont faire union, le CNES, Jeunesse et Sport, et la NCS.
Et à partir de là, en effet, on peut admettre que le tampon bon pour service fonctionne.